Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je propose que l'on démarre cette journée. Je suis très heureux en tant que représentant de BPCE et notamment des caisses d'épargne de vous accueillir pour cette journée qu'on a souhaité organiser aux côtés de notre partenaire, l'UNIOPS. Et pour nous, c'est vraiment un bonheur de vous avoir. C'est un bonheur parce que pour les caisses d'épargne, tous ces sujets qui vont aider à l'autonomie des personnes, qu'elles soient exclues pour des raisons financières ou pour le grand âge, sont des sujets qui sont très importants pour nous. Alors on est très heureux aussi parce que c'est vraiment une journée de travail importante. Très heureux parce que, M. Balmary, vous nous faites l'honneur d'avoir organisé ça ici, chez nous. Et puis, Mme Rossignol, parce que vous êtes ici. Et c'est pour nous aussi un grand honneur de vous avoir à nos côtés. Alors, au-delà de la présence de vous tous, c'est aussi quelque chose d'important parce que nos relations avec l'UNIOPS, mais aussi avec les URIOPS, sont vraiment ancrées dans l'histoire des caisses d'épargne. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on est partenaires et il existe, je crois, plus d'une cinquantaine de partenariats en région, sur les territoires, entre les caisses d'épargne et les différentes URIOPS. Pour nous, c'est important parce que quand on regarde nos clients, il faut savoir qu'on a à peu près 5 millions de clients particuliers qui ont plus de 65 ans et qui sont clients de la caisse d'épargne. Ça veut donc dire une personne âgée sur deux. Donc vous imaginez bien, quand on est la caisse d'épargne, la banque d'une population âgée, pour nous, leur maintien dans leur lieu de vie, leur maintien surtout dans leur territoire, est un sujet pour nous de préoccupation au quotidien. C'est aussi un sujet important pour nous parce qu'on est un acteur, pas aussi fort que vous, mais on est un acteur de ce secteur sanitaire et social. On est un acteur notamment avec la Fondation pour la Solidarité. Vous le savez, les caisses d'épargne ont cette fondation qui aujourd'hui exploite plus de 130 instituts en région et sur tous les territoires. On est aussi un acteur parce que quand on regarde les personnes protégées, on a plus de 40% des personnes protégées majeures, donc des personnes âgées, qui sont aussi clientes des caisses d'épargne. Donc vous voyez vraiment que depuis maintenant longtemps, c'est vraiment une action de fond, une action sur tous les territoires qui correspond vraiment à ce que vous faites au quotidien. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on est conscient qu'il y a des attentes fortes. D'ailleurs, le projet de loi en est la preuve. Et pour les caisses d'épargne, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire pour aider l'autonomie des personnes. On pense par exemple que sur le viager, il y a quelque chose sur lequel les caisses d'épargne, en tant qu'établissement bancaire et financier, pourraient avoir un rôle tout particulier. On a aussi quelque chose à faire quand on regarde Parcours Confiance. Vous savez, Parcours Confiance, dans les caisses d'épargne, c'est vraiment un peu notre solution de crowdfunding et de microcrédit. Et là, on pense aussi que sur les personnes âgées, on peut les aider à rester dans leur domicile avec des solutions personnalisées et adaptées en matière de financement. Donc la caisse d'épargne sera, je crois, à vos côtés, un acteur de premier plan, un acteur qui souhaite toujours aller plus loin avec vous, qui souhaite vous donner des solutions pour vous, mais aussi pour ceux qui bénéficient de vos dispositifs. Qu'on est conscient que l'innovation, la technologie, le digital peut apporter aussi plein de choses pour aider à bien vieillir chez soi ou autour de soi. Et ça, c'est important pour nous. Et on a conscience que sur ce sujet-là aussi, les caisses d'épargne peuvent avoir un rôle tout particulier en accompagnant les collectivités locales, qui sont vos grands partenaires, et on est la première banque des collectivités locales, mais aussi en accompagnant l'équipement dans les maisons de retraite, mais aussi dans les domiciles des personnes âgées, de toute cette nouvelle technologie qui n'est pas facile à acquérir pour ce public-là. Et le rôle pédagogique qu'ont les caisses d'épargne depuis très longtemps, depuis presque 200 ans qu'elles existent, là aussi sera un atout majeur. Donc voilà, en mot d'accueil, bien sûr, bienvenue. Soyez bienvenus ici à BPCE, la maison commune des caisses d'épargne, du crédit coopératif, des banques populaires et du crédit foncier. Mais surtout, comptez sur nous, sur les caisses d'épargne, pour vous aider dans toutes vos innovations, dans tous vos projets, M. Balmary, dans tout ce que vous auriez comme idée pour aller encore plus loin, pour aider toutes les personnes à rester le plus longtemps possible autonomes. Bienvenue et merci à vous. Monsieur le directeur, je voudrais d'abord vous remercier de vos propos très chaleureux d'accueil. Vous nous rappelez un long partenariat, en effet, que l'UNIOPS s'entretient avec les caisses d'épargne. Je voudrais remercier, en commençant, bien sûr, le groupe BPCE et les caisses d'épargne plus particulièrement, de l'hospitalité que très généreusement vous nous accordez ce jour-ci, dans des conditions de confort que chacun apprécie, bien sûr.
Madame la ministre, je vous remercie aussi d'être parmi nous ce matin et d'avoir accepté d'introduire cette journée que l'UNIOPS a voulu consacrer à ce thème de l'autonomie des personnes âgées, sujet, vous le savez, les uns et les autres, qui nous est cher depuis très longtemps. Alors, je ne vous cacherai pas, Madame la ministre, aussi que la satisfaction que nous avons éprouvée lorsque nous avons découvert l'identité et l'appellation de votre ministère, puisque pour la première fois, cette appellation met en exergue précisément pour la République ce concept de l'autonomie des personnes âgées, concept que nous souhaitons bien sûr voir devenir réalité, mais ce qui est en route, je pense. Même si, comme vous le savez, nous avons quelques réserves sur le projet de loi que vous soutenez, que vous portez sur l'adaptation de la société au vieillissement, notamment sur l'idée qui n'est pas encore complètement reconnue d'une prestation universelle de compensation de la perte d'autonomie, dont on sait les difficultés, mais à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Nous apprécions néanmoins l'initiative qui a été enfin prise de déposer un projet de loi dans ce sens, ainsi que les orientations générales qui sont les siennes. De la même manière que nous apprécions, parce que c'est un sujet aussi qui nous tracasse depuis longtemps, l'ouverture de la concertation sur les mesures de simplification concernant le sujet très compliqué de la tarification des établissements. Alors nous souhaitons évidemment que ce premier pas que constitue le projet de loi qui est devant le Parlement soit très rapidement complété par le deuxième volet qui est annoncé et qui naturellement intéresse les établissements. Nous souhaitons bien sûr qu'une journée comme celle-ci puisse permettre d'enrichir les débats parlementaires qui vont s'en suivre maintenant très bientôt. Alors, dans ce propos d'accueil, je vais être bref, je ne prétends pas introduire véritablement le sujet. Madame Rossignol va le faire dans un instant. Je voudrais seulement faire une ou deux remarques en exergue de nos débats pour souligner la formidable évolution de la conception de la vieillesse et du regard que notre société porte aujourd'hui sur les personnes âgées. Il y a 50 ans, on parlait tout bonnement des vieux, sans complexe, sans difficulté. Ce qui est devenu aujourd'hui la semaine bleue, c'était la journée des vieux. Les établissements étaient souvent des hospices de vieux. Alors, c'est peut-être une question d'évolution du vocabulaire, mais nous pensons que c'est beaucoup plus que cela, d'autant que nous en parlions. Je dis nous en parlions, je n'étais pas encore, mais même si aujourd'hui je suis dans la catégorie, mais comme une catégorie relativement homogène, qui se caractérisait bien sûr par son âge, mais aussi très généralement par un niveau de ressources qui était relativement faible. Or, notre évolution démographique, la lutte contre les inégalités, le dossier des retraites, etc., les politiques qui ont été conduites depuis, ont très largement changé cette conception, modifié cette conception que nous avions, que la société française avait de l'âge, de la vieillesse et de la politique des personnes âgées. Même si, naturellement, il reste encore bien des personnes âgées dans des situations de fragilité graves, bien sûr, atteintes parfois par des maladies invalidantes, dont les revenus se situent en dessous du seuil de pauvreté et qui connaissent plus que jamais le phénomène qui se développe, et pas seulement chez elles d'ailleurs, le phénomène de la solitude qui atteint nos sociétés dites développées. Mais je crois aussi que nous avons pris conscience, en tout cas c'est en route, et je crois que le projet de loi va y contribuer, pris conscience que nos aînés ne doivent pas être regardés seulement comme une charge pour la nation, ne doivent pas être regardés comme une charge pour la nation, mais aussi comme une richesse d'expérience, une richesse de compétences à valoriser, de valeurs à transmettre, et en somme, des personnes qui sont nécessaires, indispensables au maintien et au développement, voire, disent certains, à la reconstruction d'un lien social qui a tendance à se dégrader. Alors, il est frappant ainsi que la question qui se pose aujourd'hui, dans notre pays, soit celle de l'adaptation de la société à ce changement qui n'est donc pas seulement un changement économique, qui n'est pas seulement un changement social, mais qui est aussi un changement véritablement culturel. Et c'est donc à un effort collectif, je crois, que nous sommes conviés, pas seulement à une amélioration des situations individuelles, même si naturellement nous y demeurons attachés. Donc c'est dans ce cadre nouveau, qui est celui de la cohésion sociale, à laquelle à l'UNIOPS nous sommes particulièrement attachés, qui est inscrite en lettres d'or dans notre
votre plan stratégique que notre Assemblée générale a approuvé il y a quelques mois. C'est donc dans ce cadre de la cohésion sociale à trouver ou à retrouver que, à mon sens, doivent être examinés les moyens de préserver et de développer l'autonomie créatrice de nos aînés. Madame la ministre, je vous remercie encore une fois de votre présence active parmi nous ce matin et nous allons vous écouter avec beaucoup d'intérêt, bien évidemment. Merci à chacun aussi de participer à nos travaux aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur du Développement, Mesdames et Messieurs, d'abord merci de cette invitation à ouvrir cette journée d'études de l'UNIOPS qui me permet à la fois de venir, je crois, pour la première fois m'exprimer devant l'UNIOPS, même si nous nous sommes déjà rencontrés, si nous avons discuté, travaillé ensemble, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion à la fois de m'exprimer devant les acteurs que vous êtes, acteurs de services sanitaires, acteurs médico-sociaux et acteurs sociaux du secteur non lucratif, et puis qui me permet aussi de saluer le partenariat entre l'UNIOPS et la Caisse d'épargne. Et à travers cette journée d'études, vous avez souhaité, Monsieur le Président, avec vos 4 tables rondes, aborder quasiment la totalité des thématiques que je porte avec le projet de loi sur le vieillissement. Et toutes tournent autour de la même ambition, mieux accompagner les personnes atteintes de maladies neurodégénératives et adapter notre société au vieillissement. Peut-être dire un mot sur ce que signifie adapter notre société au vieillissement. Nous connaissons tous les chiffres et je crois qu'il ne faut pas se tromper sur le sens de cette phrase. Ce n'est pas la société qui vieillit. Notre société est une société qui conserve un bon équilibre démographique. Nous sommes le pays qui a le meilleur taux de natalité d'Europe, avec le taux d'activité professionnelle des femmes le plus élevé. Et ça garantit à la France d'être un pays équilibré sur le plan démographique, ce qui est important de le dire parce que, pas simplement parce que dans mon portefeuille, il y a aussi la famille et l'enfance, mais aussi parce que c'est une question de regard. Dans une période, on le sait tous, un peu compliquée, avec des interrogations des Français sur leur identité, leurs repères, l'avenir du pays, je crois qu'il est important de livrer aux Français une analyse démographique qui est une analyse optimiste. Nous ne sommes pas un vieux pays. Nous sommes un pays dont l'équilibre démographique laisse ouvert toutes les capacités d'innovation, de transformation qui nous permet d'envisager notre avenir avec sérénité. C'est important de dire ça, d'autant plus que dès qu'on parle de société, enfin, d'une société dans laquelle un nombre plus grand de personnes vieillissent plus longtemps et qu'on prononce le mot vieillissement, vous évoquiez tout à l'heure tout le vocabulaire, toute l'évolution du vocabulaire. On parle beaucoup moins des vieux aujourd'hui, et à ce moment-là, on se demande, mais d'ailleurs, ça commence quand, vieux ? Avant, on parlait de la retraite des vieux, ce qui voulait dire qu'à partir du moment où on était en retraite, on était vieux. Aujourd'hui, nonobstant le fait que l'âge de la retraite a été avancé par rapport à cette époque-là, bien difficile de dire qu'à 60 ans, on est vieux, ou même 62, ou même 65. À chaque fois que je vois des gérontologues ou des gériatres qui viennent dans mon bureau, je leur dis, alors, ça commence quand, vieux, vous qui passez vos journées à accompagner, soigner, réfléchir? Maintenant, on n'est pas avant 75 ans. Et encore, me disent-ils, à 75 ans, il y a des gens qui ne sont pas vieux du tout. Donc, on est effectivement, avec cette évolution du vocabulaire, nous avons une évolution d'une avancée en âge qui est totalement différente. Et c'est le sens d'ailleurs de ce projet de loi, qui est un projet de loi avec des dispositions d'application immédiate, avec des droits nouveaux, des prestations nouvelles, mais qui est aussi un projet de loi d'orientation, de programmation, un projet de loi qui voit loin, un projet de loi qui pense justement la manière dont notre société va s'adapter au vieillissement d'un plus grand nombre d'entre nous et au vieillissement plus longtemps d'un plus grand nombre d'entre nous, et comment cette donnée nouvelle va mobiliser l'ensemble de la société. Et ce que fait cette loi, c'est que justement, elle sort de l'approche
soit sanitaire, soit médico-social, pour porter une approche sociologique de la prise en charge et de l'accompagnement du vieillissement. Et cette loi qui est organisée autour du triple A, avait inventé ma prédécesseur, anticiper, accompagner, adapter, mobilise tout aussi bien le ministère du Logement, le ministère de la Culture, le ministère des Sports et l'ensemble des collectivités locales et territoriales pour penser la place qui est dévolue aux personnes qui vieillissent et surtout pour penser, je crois que c'est ça l'aspect le plus important dans la révolution de ce projet de loi, et surtout penser l'avancée en âge comme un parcours et non pas comme des ruptures. Et il y a un instant, du fait qu'on ne sait plus tellement à partir de quel âge on est vieux, en revanche, on sait qu'il y a un parcours qui vous amène vers le vieillissement et que nous devons accompagner nos concitoyens dans ce parcours avec deux objectifs: le fait qu'ils veulent vieillir le plus longtemps possible au domicile, donc leur donner cette possibilité parce que c'est leur choix, et deuxième objectif, donner à tous une vieillesse confortable. Voilà, moi j'utilise souvent ce mot, donner aux gens une vieillesse confortable. Heureuse, ça dépend de la vie qu'on a eue avant, souvent. La capacité à être heureux se construit au cours de toute une vie. C'est une notion relative, subjective. Je vois souvent, quand on parle autour des questions de solitude ou d'isolement, la solitude n'est pas forcément un facteur de tristesse ou de dépression. Les gens disent, voilà, moi je suis seule parce que mon mari est mort, mais je ne souffre pas de solitude. En revanche, et c'est ce que nous accompagnons aussi dans le projet de loi et contre quoi nous luttons, l'isolement est lui un facteur de dépression et aussi d'ailleurs d'aggravation des conditions du vieillissement. Voilà, je voulais faire cette petite introduction autour du projet de loi. J'ai entendu, Monsieur le Président, ce que vous en avez dit. Vous avez évoqué des réticences, mais je crois que les réticences sont davantage sur ce que le projet de loi ne comporte pas que sur ce qu'il comporte. Voilà. Comprends. Mais sur le contenu du projet, je crois qu'il y a un assez grand et beau consensus et que je souhaite porter jusqu'au bout du parcours législatif de ce texte. Dans vos tables rondes tout à l'heure, vous allez évoquer les sujets qui sont les sujets centraux. Peut-être dire un mot d'abord sur le plan maladies neurodégénératives que j'ai présenté le 18 novembre dernier avec Marisol Touraine et Geneviève Fioraso, qui est la secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui apporte une vraie dynamique par la continuité des dispositifs médico-sociaux qui ont fait leurs preuves. Ainsi, en plus de la finalisation des déploiements prévus par le précédent plan Alzheimer, le gouvernement a fait le choix de financer 68 nouvelles unités d'hébergement renforcées en EHPAD, 65 nouvelles plateformes d'accompagnement et de répit, 100 nouveaux dispositifs Maya et 74 nouvelles équipes spécialisées Alzheimer à domicile qui apportent une réelle plus-value dans l'espacade. C'est un effort important. Il était primordial pour moi que le volet médico-social du plan soit aussi au rendez-vous. Vous aborderez ensuite 3 thèmes importants qui riguent le projet de loi. Et je souhaite d'ailleurs à cette occasion vous dire que la date d'examen au Sénat en 2015 n'est pas encore fixée, mais que l'année 2015 sera bien l'année de la loi vieillissement. Premier thème de la journée, l'accompagnement à domicile des personnes fragilisées. C'est le cœur de métier des associations et des fondations que vous fédérez. Vous y avez d'ailleurs consacré votre dernier numéro d'Union sociale, les 1001 défis de l'aide à domicile, et l'interview que j'y ai donnée m'a permis de réaffirmer plusieurs choses. D'une part, qu'il fallait davantage de cohérence entre les différents travaux conduits par le ministère. Les chantiers SAD, SIAD, SPASAD doivent désormais converger et la feuille de route qui sera présentée au comité de pilotage de refondation de l'aide à domicile la semaine prochaine vous réaffirmera cette volonté. D'autre part, les fameuses SPASAD et la vigilance de plusieurs fédérations sur les moyens qui seront accordés sont aussi un sujet. Je voudrais ici rappeler l'avancée importante obtenue en première lecture à l'Assemblée nationale, permettant aux SPASAD de nouvelle génération d'être éligibles au financement de la future conférence des financeurs. À ce propos, je pense que nous n'allons pas attendre
la fin du parcours législatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien le bicamérisme. Moi, je suis sénatrice, je suis pour, mais c'est long. Voilà, c'est long. Surtout quand les deux assemblées ne sont pas forcément de la même couleur politique et qu'il y en a une qui a une maîtrise de son ordre du jour un peu plus grande et avec laquelle il faut construire de la coopération pour que les textes passent dans des délais relativement raisonnable. Et donc, comme je ne suis pas très patiente, j'ai décidé de commencer à lancer à titre expérimental la conférence des financeurs dans une dizaine de départements. Ça nous permettra déjà de commencer à travailler. Et puis ensuite, au moment où le projet de loi sera promulgué et mis en œuvre, on aura un petit peu de recul sur comment ça se passe, qui nous permettra d'ajuster, d'être plus efficace, plus vite, parce que entre le temps d'élaboration du projet de loi, le temps d'élaboration législatif, et puis ensuite le temps des ajustements, parce qu'il ne suffit pas de voter des lois pour que ce soit tout de suite fluide, on va essayer de gagner un peu de temps dans la mise en œuvre des conférences des financeurs. Et donc, ce que je voulais vous dire à ce propos, c'est que si je ne peux pas vous livrer aujourd'hui le détail du plan pluriannuel d'aide à l'investissement, qui sera doté de 300 millions d'euros pour la période 2015-2017, j'ai demandé que son volet domicile permette d'accompagner la structuration d'Espasade. Sur ce dossier complexe des services à domicile, je recevrai prochainement, et vous avez dû les rencontrer, Bérangère Poletti et Martine Pinville, les deux députés qui viennent de rendre un rapport sur les services à la personne. Et nous avions déjà eu un rapport sénatorial, et comme le rapport sénatorial, les préconisations du rapport Pinville-Poletti auront naturellement vocation à nourrir la discussion parlementaire, en particulier la première lecture sénatoriale. Vous avez choisi un deuxième thème auquel je suis extrêmement attachée, qui est celui des aidants, et vous avez eu la très bonne idée d'inviter Florence Leduc à votre table ronde, et je pense que c'est un des sujets les plus nouveaux que nous ayons à traiter. C'est un sujet nouveau d'un certain point de vue. Des aidants, il y en a toujours eu. Historiquement, je pense qu'on va dire, il y a une formule qui est un peu raide dans son vocabulaire, parce que le mot peut évoquer quelque chose, mais on a toujours, en économie, on a toujours analysé que les femmes prenaient en charge les improductifs, c'est-à-dire les enfants, les malades, ceux qui ne travaillent pas, et les personnes âgées. Donc, d'un certain point de vue, pour les femmes, être aidant, ça fait juste partie de leur feuille de route de la vie. Mais pour la première fois, on les nomme. Et ce qui me paraît extrêmement important dans le fait de nommer les aidants, et c'est dans le projet de loi, vous en parlerez tout à l'heure, c'est-à-dire que les aidants rentrent dans le code de l'action sociale. Ce qui est important, c'est d'abord de permettre aux aidants de s'identifier eux-mêmes comme aidants. Parce que moi, j'ai rarement vu jusqu'à présent, ça commence un petit peu, j'ai rarement vu jusqu'à présent des gens qui me disent « Bonjour, je suis aidant ». Les gens me disent « Bonjour, bah écoutez, moi, voilà, mon papa, mon mari, mon épouse sont en situation de perte d'autonomie et les gens pensent qu'ils font leur devoir, voilà, ils ne pensent pas du tout qu'ils sont aidants. » Or, être aidant, c'est pas un statut social, mais c'est en tout cas une lourde responsabilité qui exige un accompagnement et une attention particulière de tout l'environnement. Quand je dis attention particulière, d'abord, c'est ce que vous évoquerez probablement, le fait de nous créons un droit au répit avec un effort financier de 78 millions d'euros pour permettre aux personnes aidées d'avoir un hébergement temporaire et permettre aux personnes aidantes de souffler, c'est le droit au répit. Et nous créons une prestation, une allocation d'environ 500 euros par an, sous condition de ressources, pour permettre justement que les aidants soufflent un peu, avec un deuxième volet qui est important aussi, c'est celui de l'hébergement temporaire quand c'est l'aidant qui est malade et hospitalisé, qui est un autre sujet assez important aussi. Et puis, penser et parler des aidants, c'est aussi nous interroger tous, les acteurs sociaux, sur la manière dont on les soutient, soutenir les aidants. Et je dis souvent, quand j'ai l'occasion de rencontrer les médecins, particulièrement les généralistes, je dis, quand vous allez voir une personne âgée qui est un de vos patients, que vous allez voir
tous les 15 jours ou tous les mois. Et là, vous allez trouver en général son conjoint ou sa conjointe qui, s'il est encore là. N'oubliez pas, quand vous avez fini d'examiner la personne pour laquelle vous êtes venu, de vous tourner vers l'aidant et de lui dire « Et vous, comment ça va ?» Parce que nous savons que les aidants se soignent moins que les aidés et que leurs conditions, leur fatigue accumulée est extrêmement lourde, et il y a une telle abnégation dans le fait d'être aidant qu'ils ne pensent pas à eux-mêmes. Donc c'est à nous de penser à eux, et c'est à tous ceux qui sont en contact avec eux de se tourner vers eux et de les amener justement à prendre soin d'eux, penser à se reposer. Voilà, ce droit au répit et ce regard sur les aidants que nous allons développer et mettre en place avec le projet de loi, mais qui n'est pas simplement une affaire législative, qui est une affaire commune, une affaire de toute humaine. Voilà, c'est pas une affaire de dispositifs sociaux, c'est pas une affaire de structure, c'est une affaire de rapport à l'autre. Me paraît être un thème important, et je pense que vous aurez une belle table ronde sur les aidants. Vous avez choisi pour troisième thème et pour conclure votre journée, votre interrogation sur la fin du tout EHPAD. Et vous interrogerez ainsi l'évolution des attentes et des besoins des personnes âgées avec un parcours résidentiel que nous souhaitons le plus fluide possible. C'est une thématique importante et ça n'empêche pas l'évolution au sein des EHPAD. Peut-être dire une chose, vous avez vu une étude qui est sortie cette semaine, on rentre en EHPAD de plus en plus âgés, de plus en plus atteints de pathologies multiples et de perte d'autonomie. L'EHPAD est de plus en plus médicalisé. D'ailleurs, à ce propos, nous aurons bientôt, là, je crois qu'il reste 13%, si la mémoire est bonne, je fais appel à un ami, en général, à un moment donné, à ma collaboratrice qui est là, de médicalisation de l'EHPAD. Il reste 13% d'EHPAD que nous sommes en train de finir de médicaliser. Donc, la totalité des EHPAD sera très prochainement totalement médicalisée. Mais il nous faut effectivement réfléchir sur le parcours résidentiel qui va avant l'EHPAD. Parce que le maintien à domicile, ou le soutien à domicile, c'est bien. Mais c'est bien, mais il faut être lucide. C'est aussi parfois beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, peu de rapports sociaux. Rester à la maison, ça ne veut pas forcément dire rester tout le temps chez soi. Et donc, ça dépend quand même beaucoup de l'environnement, de la commune dans laquelle vous vivez. Et des fois, même les communes ne peuvent pas faire grand-chose. Quand vous habitez un petit hameau où il y a 4 maisons dans des départements, des territoires ruraux, on ne peut pas non plus ouvrir une pharmacie partout, mettre une ligne de bus partout. Donc, à un moment donné, rester à la maison veut aussi dire changer de maison. Voilà, d'où le fait que nous développions aussi dans le projet de loi les logements foyers, et les résidences foyers que nous appelons maintenant, les appelons ainsi maintenant, les résidences foyers, avec là une série de services collectifs et en particulier une activation spécifique de prévention. C'est un aspect important du projet de loi que de développer et accompagner la prévention du vieillissement, la prévention de la perte d'autonomie dans le vieillissement. Et puis, il y a effectivement cette question des EHPAD. Vous avez, Monsieur le Président, tout à l'heure évoqué la deuxième loi. Je pensais j'avais été plus claire, mais je crois qu'il faut le dire, nous n'avons pas aujourd'hui, nous ne faisons pas la deuxième loi en ce moment. Je ne peux pas vous dire qu'après la première loi, c'est-à-dire en 2015, je vais retourner au Parlement avec une deuxième loi sur les EHPAD. Je le regrette, je le déplore, mais tant que nous n'avons pas restauré les marges et les finances publiques de ce pays, nous ne sommes pas en situation d'engager 1,5 milliard à 2 milliards d'euros dans une deuxième loi. Donc, il y a deux options, je dis. En général, il y a deux options. Soit je dis, nous allons faire un groupe de travail pour la deuxième loi, nous allons réfléchir ensemble, et puis de groupe de travail en groupe de travail, on arrive à gérer le temps, et puis au bout du compte, on va commencer à élaborer quelque chose, et puis voilà, le temps sera passé sans qu'on l'ait fait. C'est pas ma façon de faire. Moi, j'aime mieux la franchise et la sincérité entre nous. Aujourd'hui, je ne suis pas en situation d'obtenir les crédits nécessaires à une deuxième loi. Voilà. Donc, comme c'est frustrant, je vous le concède, moi aussi ça me frustre, on a donc décidé de travailler autrement et de ne pas pour autant ne rien faire. Et c'est pour ça que mon cabinet a lancé cette semaine le groupe de travail sur la tarification dans les EHPAD pour déjà essayer de définir
les tarifs socles que la loi prévoit, et puis les différents services et prestations qui composent un tarif d'EHPAD, et dans l'idée de permettre que l'usager sache, quand il rentre dans un EHPAD, à quelle facture il s'expose à la fin du mois et pour quel service. Et croyez-moi, il y a de la marge de progression dans la transparence de la tarification des EHPAD aujourd'hui. Donc, ce groupe de travail va travailler pendant 6 mois et rendra des conclusions et des préconisations à la fin du mois de juin. Nous avons là aussi réuni tout le monde. Et puis, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il n'y a pas longtemps. On a de la matière et des éléments d'analyse objectifs qui nous permettent d'interpeller, responsabiliser et avancer avec les acteurs du secteur. Je sais que la question centrale, c'est celle du reste à charge, voilà, qui est élevée. Et même si vous nous avez dit, monsieur le directeur, qu'une personne âgée sur deux est à la caisse d'épargne, j'imagine qu'elle y est, pas simplement pour son compte courant, mais parce qu'elle a un peu d'épargne. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte économique difficile, avec des inquiétudes pour les générations à venir, les gens préfèrent transmettre leur patrimoine et leur épargne plutôt que de l'investir dans leur propre prise en charge. Donc il faut à la fois donc travailler un peu sur le reste à charge et surtout travailler sur une plus juste compréhension des tarifs des EHPAD. Je rappelle quand même parce qu'on a l'air en disant ça, donc on ne fera pas la deuxième loi. N'oublions pas quand même que nous consacrons 12 milliards d'euros par an en France à l'accompagnement des personnes âgées, EHPAD et APA. Voilà. Donc, nous pensons que nous pourrions dépenser plus, on saurait faire, incontestablement, mais nous sommes un pays dans lequel les politiques sociales, les budgets sociaux sont encore aujourd'hui élevés. Voilà, je le dis parce que comme on pense souvent à ce qu'on pourrait faire de mieux, on oublie parfois que nous avons en France aujourd'hui des budgets d'intervention publique sur les secteurs sociaux qui sont importants, et ne jamais oublier de dire, parce que les gens ça les inquiète beaucoup. Moi je vois souvent ça, je dis, moi j'aurais pas les moyens d'aller à l'EHPAD, dans un EHPAD j'ai une toute petite retraite. N'oublions pas de dire que nous avons l'aide sociale à l'hébergement qui permet que personne ne soit laissé à la rue s'il ne peut plus rester chez lui et si ses revenus sont trop faibles pour trouver un établissement. Voilà, je pense que sur ce groupe de tarification sur les EHPAD et sur la transparence, nous allons, dans les 6 mois qui viennent, faire un travail que j'espère profitable, d'abord pour les usagers. Voilà, vous avez une journée d'études qui va être riche. Je vais pas pouvoir y participer, mais vous m'en donnerez, je sais, Monsieur le Président, les conclusions et mes principaux verbatims. Je voudrais terminer par un mot pour les équipes de terrain qui accompagnent chaque jour les plus vulnérables de nos concitoyens, et plus particulièrement pour les 230 000 salariés de la branche aide et soins à domicile, et leur dire que nous avons cette semaine obtenu la revalorisation salariale qui était tant attendue, et à compter du 1er juillet 2014. J'avais fait de ce dossier, de ces 25 millions d'euros dévolus à la revalorisation des salaires de la branche aide à domicile, une de mes priorités. Ça fait partie des priorités sur lesquelles on ne communique pas forcément. Je n'ai pas dit pendant les mois qui viennent de s'écouler que c'était ma priorité, que je n'ai pas fait de bruit. Mon objectif était de réussir, de convaincre et d'avoir cet engagement budgétaire qui nous paraissait important. Et même si ça ne concerne pas la totalité du secteur, je pense que c'est quand même un élément important, un élément qui était attendu, et surtout un élément de justice pour les salariés, et particulièrement qui sont des femmes et souvent avec des salaires pas très élevés, qui attendaient cette revalorisation. Voilà, mesdames et messieurs, je vais donc vous souhaiter, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire du Développement, une bonne journée, des bons travaux, et merci encore de ce que vous faites au quotidien, de ce que vous faites sur le terrain et de ce qui nous réunit autour d'une nouvelle approche du vieillissement, une approche solidaire, une approche dans laquelle le secteur privé non lucratif est essentiel, et une approche qui nous conduit à mobiliser tous les citoyens, parce que, juste un mot de conclusion,
Nous pouvons mettre en place les plus belles politiques sociales avec les plus beaux dispositifs et les plus beaux budgets, mais il y a une part de la solidarité qui ne se délègue pas, qui ne se sous-traite pas, qui ne peut pas être étatisée, institutionnalisée, qui est celle que chacun d'entre nous, chaque être humain porte, qui est simplement celui de l'autre, du regard sur l'autre, de l'attention à l'autre. Voilà, une société qui n'aurait que des budgets et pas d'humanité serait une société froide, mais par ailleurs, j'ai aussi conscience qu'une société qui aurait que de l'humanité et sans budget aurait bien du mal à atteindre ses objectifs. Donc nous essayons d'allier les deux, engagement public et solidarité humaine. Je vous remercie.